Une chose est sûre, nous avons eu une chance incroyable d'avoir la même équipe depuis 13 ans, et de ce fait, tous ceux avec qui je travaille sont très proches. Mais la vie n'est pas toujours un conte de fées, et parfois des rebondissements inattendus changent tout. Danielle Colby, l'un des visages familiers d'American Picker, n'aurait jamais pensé que le jour viendrait où elle devrait faire face si tôt à une réalité aussi dure. La vie de Danielle Colby a changé à jamais au moment où Mike Wolf a été reconnu coupable du meurtre de Frank Fritz, le chef de bureau d'American Picker, connu pour ses tatouages, son style classique et son attitude rebelle. Colby est désormais confrontée à une situation impossible. Que fera-t-elle lorsque tout ce en quoi elle croyait sera bouleversé? N'oubliez pas de laisser un commentaire avec un si vous sympathisez avec Danielle Colby, ou 0 si vous avez une opinion différente. Si vous êtes curieux de connaître la vérité derrière tout cela, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de ce qui se passera ensuite. Apparaissant initialement comme témoin à charge réticent, Colby avait tenté de maintenir une position neutre tout au long de l'enquête. Cependant, de nouvelles preuves choquantes la placent au centre de la controverse qui continue d'ébranler le monde de la collection d'antiquités. Les enquêteurs fédéraux ont annoncé hier qu'ils élargissaient leur enquête pour inclure Colby après avoir découvert une série de messages textes cryptés entre elle et Wolf dans les jours qui ont suivi la mort de Fritz. Ces messages, récupérés à partir d'un serveur de sauvegarde, dressent un tableau inquiétant de Colby étant peut-être au courant des événements qui ont conduit au meurtre. Bien qu'elle n'ait été inculpée d'aucun délit, la pression sur la star de télé-réalité s'est intensifiée à mesure que les autorités ont approfondi les activités d'American Picker, qui semblent devenir de plus en plus sinistres à chaque nouvelle révélation. Colby avait initialement reçu le soutien des fans en raison de son témoignage émouvant lors du procès de Wolf, où elle semblait trembler en décrivant les changements dans son comportement. J'ai remarqué que Mike était devenu obsédé par le fait d'être le seul visage d'American Picker, a-t-elle témoigné en larmes. Quand je lui ai demandé s'il voulait se réconcilier avec Frank, il est devenu sur la défensive et en colère. Son témoignage a été jugé crucial pour obtenir la condamnation de Wolf, montrant son contrôle et sa paranoïa croissant à l'égard du retour de Fritz à la télévision. Cependant, des experts légistes travaillant pour le FBI ont découvert des preuves selon lesquelles Colby pourrait en savoir plus que ce qu'elle a révélé à la barre des témoins. Selon des documents judiciaires publiés ce matin, Colby a échangé plus de 200 messages avec Wolf au cours de la semaine précédant la mort de Fritz, dont certains discutant du programme de traitement de Fritz et du moment où il serait seul chez lui. Un message particulièrement accablant, un SMS envoyé quelques heures seulement avant que Fritz ne réponde, disait « Il est actuellement seul. Personne n'est prévu pour le surveiller avant demain. La fenêtre se ferme. » Réponse de Wolf, gérée. Supprimez ce sujet. Ces révélations ont choqué les fans qui considéraient Colby comme l'un des rares personnages véritablement authentiques de la série. Beaucoup sympathisaient avec sa position de personne prise entre deux voleurs rivaux, sans jamais soupçonner qu'elle aurait pu être activement impliquée dans les événements ayant conduit à la mort de Fritz. L'avocate de Colby, Margaret Wilson, a publié ce matin une brève déclaration niant tout acte répréhensible. Madame Colby a pleinement coopéré avec les autorités dès le début de cette affaire tragique. Les messages discutés ont été complètement sortis de leur contexte et ne montrent aucune connaissance ou implication dans une activité criminelle. L'enquête sur l'implication de Colby a commencé lorsque les enquêteurs ont examiné des images de sécurité du quartier de Fritz, où le véhicule de Wolf a été clairement identifié comme étant arrivé à la résidence la nuit où Fritz est mort. Une analyse avancée des images montre un passager toujours dans le véhicule lorsque Wolf est entré dans la maison. Le logiciel de reconnaissance faciale, bien qu'incapable de fournir une conclusion en raison de la qualité des images, a suggéré que le passager aurait pu être Colby. Interrogé à ce sujet lors du procès de Wolf, Colby a nié avoir été chez Fritz la nuit de sa mort, ce qui n'a fait qu'éveiller des soupçons. Les dossiers financiers montrent que Colby a reçu un transfert de $175 000 de l'une des sociétés écrans de Wolf 2 jours après la mort de Fritz. Le transfert a été qualifié d'honoraires de conseil aux entreprises, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'un travail de conseil légitime. De plus, Colby a acheté une propriété à Porto Rico où elle a commencé à passer de plus en plus de temps quelques semaines seulement après ce paiement. Les procureurs enquêtent pour savoir si cela pourrait être une récompense pour son silence. La relation entre Colby et Wolf semble bien plus compliquée que l'amitié professionnelle décrite à la télévision. D'anciens membres de l'équipage ont parlé de cas où les deux hommes avaient eu une relation personnelle tendue. Les conversations s'arrêtaient immédiatement lorsque quelqu'un d'autre entrait dans la pièce. Un assistant de production, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a décrit avoir vu Colby et Wolf se disputer avec véhémence à propos de Fritz dans les mois précédant son départ de la série.
Elle a dit à Mike que Frank devenait un fardeau et que la série serait mieux sans lui, se souvient l'assistante. Quand je suis entré, tous deux étaient silencieux et faisaient comme si de rien n'était. Le plus inquiétant de tous concerne peut-être les entrées de journal récemment découvertes par Fritz dans un coffre-fort de stockage. L'unité qu'il entretenait séparée de sa résidence principale est mentionnée dans des inscriptions datées de quelques semaines seulement avant son décès. Fritz a exprimé une paranoïa croissante à propos de Wolf et de Colby. D&M murmure toujours quand je suis proche, a-t-il écrit. Je les ai surpris plus d'une fois en train de consulter mon ordonnance, et ils prétendent qu'ils s'assurent simplement que je prends le bon médicament. Quelque chose ne va pas. Je ne fais plus confiance à aucun d'eux. Ce journal contredit les déclarations de Colby lors du procès de Wolf, où elle affirmait que Fritz lui faisait entièrement confiance et lui confiait souvent la détérioration de sa relation avec Wolf. Les procureurs examinent maintenant son témoignage pour parjure potentielle, car plusieurs entrées dans le journal de Fritz indiquent qu'il considérait Colby comme étant étroitement lié à Wolf contre lui. History Channel, encore sous le choc du scandale entourant la condamnation de Wolf, a publié une déclaration prenant ses distances avec Colby au milieu de ces allégations troublantes. Nous avons suspendu toute relation professionnelle avec Madame Colby jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient finalisés. La chaîne reste déterminée à coopérer pleinement avec les autorités alors qu'elle continue de découvrir toute la vérité sur ces événements tragiques. L'ascension rapide de Colby vers la gloire grâce à American Picker a emprunté un chemin inhabituel. Initialement embauchée pour gérer le magasin d'antiquités de Wolf, Antique Archaeology, elle est rapidement devenue l'une des préférées des fans et de plus en plus importante dans la série. Après le départ de Fritz, elle a assumé un rôle plus important, accompagnant souvent Wolf lors de voyages de cueillette. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si son rôle élargi et sa compensation financière peuvent être liés à son implication potentielle dans un complot contre Fritz. Les anciens amis de Colby ont exprimé leur choc face aux allégations. Ce n'est pas la Danielle que je pensais connaître, a déclaré Aaron Murphy, qui a travaillé avec Colby à Antique Archaeology pendant de nombreuses années. Mais avec le recul, il y a eu des moments où elle et Mike étaient profondément concentrés sur des conversations privées, et elle est devenue de plus en plus secrète sur certains aspects de l'entreprise. C'était comme s'il y avait des parties de sa vie qu'elle gardait complètement séparées. L'image publique de Cole a toujours été celle d'une femme indépendante et forte qui a conservé sa propre identité tout en travaillant dans le monde dominé par les hommes de la collection d'antiquités. Elle a équilibré son rôle dans American Picker en concevant des costumes de danse burlesque et d'autres projets créatifs. Cette personnalité aux multiples facettes la rendait accessible aux fans qui la considéraient comme elle-même dans une industrie souvent critiquée pour être trop dramatisée. L'enquête a également révélé des activités suspectes dans les opérations d'American Picker, allant au-delà de ce que les téléspectateurs ont vu à la télévision. Les dossiers financiers montrent que Colby gérait plusieurs comptes offshore dans lesquels les bénéfices provenant d'articles spéciaux de grande valeur étaient probablement redirigés pour éviter les impôts. Ces comptes ont été ouverts auprès de sociétés écrans telles que Vintage Solutions LLC et Rusty Gold Enterprises, qui ont reçu des millions de dollars de dépôts au fil des ans, les retraits coïncidant souvent avec des achats importants effectués par Colby et Wolf. Les jurys comptables travaillant avec le FBI ont retracé environ 3,2 millions de dollars transitant par ces comptes au cours des 5 années précédant la mort de Fritz. Ce qui a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs, c'est une série de retraits totalisant 450 000 dollars dans les mois précédant la mort de Fritz, qui n'avaient été comptabilisés dans aucune dépense professionnelle légitime. Interrogée sur ces comptes lors du procès de Wolf, Colby a affirmé qu'elle savait très peu de choses sur les opérations financières de la série, une déclaration qui contredit les documents récemment découverts portant sa signature en tant que responsable des comptes autorisés. Les experts juridiques qui ont suivi l'affaire suggèrent que Colby pourrait faire face à des accusations allant de la complicité au meurtre, en passant par l'entrave à la justice et les délits financiers, en fonction de ce que révèle l'enquête élargie. L'ancien procureur fédéral James Harrington, qui a suivi de près l'affaire, a noté que les messages textes représentaient à eux seuls un risque juridique sérieux pour Colby. Si les procureurs peuvent prouver qu'elle savait ce que Wolf préparait et qu'elle a fourni un soutien ou n'a pas signalé l'affaire, elle pourrait être condamnée à une peine de prison importante. Les conséquences se sont étendues au-delà du domaine juridique, diverses entreprises commerciales de Colby étant confrontées à des répercussions immédiates. Sa boutique de vêtements vintage en ligne a connu une baisse spectaculaire des commandes et plusieurs apparitions programmées lors d'événements burlesques ont été annulées. Ses comptes sur les réseaux sociaux, autrefois remplis de mode vintage et d'aperçus des coulisses de sa vie, sont devenus silencieux depuis l'émergence de nouvelles allégations. Le plus remarquable est peut-être la réaction de Wolf à l'enquête élargie pour inclure Colby. Lorsqu'il a été informé lors d'un entretien en prison qu'elle était désormais sous étroite surveillance,
des témoins l'ont décrit souriant pour la première fois depuis sa condamnation. À ce moment-là, il aurait déclaré « Elle sait tout ». Posez-lui des questions sur le stockage à Davenport. Demandez-lui ce que nous avons trouvé dans le journal de Frank. Les responsables de la prison ont mis fin à l'entretien à ce moment-là. La sœur de Fritz, Lisa, qui était rarement apparue en public tout au long du procès, a fait une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Notre famille soupçonnait depuis le début que plus d'une personne était impliquée dans la mort de Frank. Nous sommes convaincus que les autorités découvriront toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle, car elle mérite justice, et cela signifie tenir chacun pour responsable de ses actes, quelle que soit son image publique. Les anciens membres de l'équipage ont décrit un environnement de travail de plus en plus tendu et secret au cours des années qui ont précédé le départ de Fritz et sa mort. On a toujours eu le sentiment qu'il y avait deux versions d'American Picker, a déclaré l'ancien caméraman Jason Miller. Il y a eu le spectacle folklorique de chasse au trésor que le public a vu, et puis il y a eu toutes les autres activités qui se déroulaient dans les coulisses. Daniel a toujours été au centre de ce deuxième monde, gérant les informations et contrôlant qui avait accès à Mike. Miller a décrit avoir vu Colby supprimer des pages du carnet personnel de Fritz lorsqu'il l'avait laissé sans surveillance pendant le tournage, un incident auquel il n'avait pas beaucoup réfléchi à l'époque mais qu'il voit maintenant sous un jour plus sinistre. Elle a affirmé qu'elle surveillait uniquement les articles qui l'intéressaient pour les empêcher d'enchérir les uns sur les autres, mais il était vraiment frustré lorsqu'il remarqua des pages manquantes. L'enquête a également soulevé des questions sur l'authenticité du spectacle. Les documents récupérés dans le bureau de Wolf après son arrestation ont révélé que de nombreuses photos présentées dans l'émission avaient été préparées à l'avance, Colby se coordonnant avec les propriétaires des semaines à l'avance pour organiser les découvertes. Dans certains cas, des objets de valeur ont été placés à des endroits pour créer une émission de télévision plus dramatique, Colby gérant les accords financiers pour récompenser les propriétaires pour leur participation à ce qui équivalait à une mise en scène élaborée. Si de telles activités ne sont pas rares dans la télé-réalité, elles contredisent l'image spontanée et authentique qu'American Picker avait cultivée tout au long de sa diffusion. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les signes selon lesquels cette tromperie s'est étendue aux relations représentées à l'écran. Les messages textes entre Colby et Wolf discutant du maintien de l'histoire et du maintien de Frank à sa place suggèrent que leur dynamique à l'écran a été soigneusement gérée au profit de certains acteurs au détriment des autres. Le petit cimetière à l'extérieur de l'Iowa n'avait jamais vu autant de voitures garées le long de ces étroites routes de gravier. Une équipe de télévision, des collectionneurs d'antiquités et des curieux se sont rassemblés derrière des barrières érigées à la hâte alors qu'un groupe d'experts se préparait à ouvrir la tombe en granit de Frank Fritz, la star américaine bien aimée décédée il y a 1 an. Ce qui était censé n'être qu'un simple déménagement dû aux demandes locales d'aménagement du territoire était devenu un spectacle médiatique. Mais personne ne pouvait prédire ce qui l'attendait à l'intérieur, des découvertes qui enverraient une onde de choc à travers le monde antique et au-delà. La décision de déplacer le lieu de repos de Fritz a été prise après l'achat du petit cimetière par des promoteurs projetant d'agrandir un musée historique à proximité. Ironiquement, c'était le genre d'endroit que Fritz lui-même aurait pu visiter pour chasser un trésor à l'époque de sa cueillette. La famille de Fritz a accepté à contre-cœur le déménagement en raison de sa demande d'intimité lors de ce qu'elle s'attendait à être un simple transfert vers un site plus permanent dans un plus grand jardin commémoratif à 20 mètres. Cependant, lorsque des informations sur le déménagement prévu ont été divulguées dans les médias locaux, l'intérêt a explosé au-delà de toute attente. Les autorités locales ont été submergées par l'intérêt public et ont finalement accepté d'autoriser une présence médiatique limitée, les fonds collectés grâce aux droits de tournage étant reversés au fonds de la maladie de Crohn pour honorer la maladie contre laquelle Fritz avait lutté tout au long de sa vie adulte. La famille de Fritz, bien qu'hésitante au départ, a finalement soutenu cette décision, estimant que Frank aurait apprécié l'argent destiné à aider les autres avec son état. Sa sœur Lisa a déclaré aux journalistes « Frank n'a jamais voulu faire d'histoire, mais il a toujours voulu aider les gens de toutes les manières possibles. » Le jour du déménagement, le ciel était clair et frais, et les ouvriers du cimetière avaient préparé le site la veille, ouvrant la voie au matériel et installant des barrières pour permettre aux experts de travailler sans interférence. Le docteur Eleanor Chambers, un conservateur archéologique respecté ayant de l'expérience dans la manipulation d'objets historiques, a été engagé pour superviser le processus. Son expertise avec des objets historiques délicats faisait d'elle la personne idéale pour superviser ce travail. Ce choix garantissait que tout était traité avec le soin et le respect appropriés dans ces situations. Notre principale préoccupation est la dignité, a expliqué le docteur Chambers à un petit groupe de représentants agréés des médias. Nous traitons cela avec les mêmes protocoles que nous utiliserions pour toute réinstallation historique, avec des considérations supplémentaires concernant les souhaits de la famille.
Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est le caractère inhabituel des détails de l'enterrement de Fritz, qui était jusqu'à présent gardé secret à la demande de la famille. À 8h30 précise, les travaux ont commencé. La partie supérieure en granit de la tombe a été soigneusement soulevée par une petite grue, révélant non pas un cercueil traditionnel, mais une chambre de conservation spécialement conçue. Selon Mike Wolf, le compagnon de longue date de Fritz, qui regardait à distance respectueuse, cela correspondait aux souhaits inhabituels de Fritz. Frank avait toujours plaisanté en disant que lorsqu'il décéderait, il voulait être entouré de ses photos préférées. Wolf a ensuite expliqué que nous pensions tous qu'il plaisantait, mais qu'après son accident vasculaire cérébral en 2022, il a tout arrangé et a clairement exprimé son désir de répondre à cette demande spéciale. La chambre a été conçue pour le préserver ainsi que certaines de ses trouvailles les plus précieuses. Lorsque l'équipe de conservation a ouvert la chambre scellée à l'intérieur, le bruit d'une respiration lourde a résonné dans le calme du cimetière. À l'intérieur du cercueil de Fritz, dans des compartiments spécialement conçus, se trouvait l'une des collections privées américaines les plus remarquables jamais rassemblées, des objets que même ses amis les plus proches n'avaient jamais vus. Chaque pièce a été soigneusement choisie par Fritz au cours de ces dernières années pour créer ce qui ressemblait à un musée d'histoire personnelle des États-Unis. Chambers, bien qu'expérimenté par les artefacts historiques, semblait visiblement ému. Au cours de mes 20 années de travail de conservation, je n'ai jamais rien vu de pareil, a-t-elle déclaré devant la presse. Ce n'est pas seulement une collection. C'est une histoire très personnelle. L'objet le plus remarquable placé près de la tête de Fritz était une moto indienne originale de 1934 avec sa peinture d'origine et les documents relatifs à son premier propriétaire, un facteur du Midwest qu'il utilisait sur des routes rurales. Fritz a découvert la moto cachée dans une grange de l'Iowa en 2019, mais ne l'avait jamais révélée publiquement. Les experts en moto sur place ont estimé sa valeur à plus de 300 000 $, mais son importance historique était inestimable. À proximité se trouvait une vieille boîte en bois contenant ce qui semblait être des lettres personnelles de Thomas Edison à une jeune inventrice, dont les idées auraient contribué à certains de ses brevets. Ces lettres, jamais vues par les historiens, montraient une relation de collaboration potentielle qui pourrait réécrire une partie de l'histoire de l'innovation américaine. Les experts en documents historiques ont ensuite confirmé leur authenticité, faisant des vagues dans la communauté universitaire. Le plus touchant était peut-être la collection de petites voitures faites à la main, chacune portant le nom d'un enfant de l'hôpital pour enfants de l'Iowa, où Fritz s'était discrètement porté volontaire au cours de ces dernières années. Selon le personnel de l'hôpital, Fritz a ensuite animé un atelier pour de jeunes patients, les aidant à créer des versions miniatures de voitures classiques dans le cadre de leur thérapie. Il gardait une voiture pour chaque enfant participant, un rappel privé des liens qu'il avait noués loin des caméras. Mais l'objet qui a fait le plus de bruit se trouvait dans une boîte en verre faite sur mesure au pied du cercueil, un petit journal relié en cuir avec le titre en relief, « Vraie découverte ». À l'intérieur, Fritz avait enregistré non seulement les objets cueilleurs américains, mais les histoires des gens derrière eux, des récits détaillés de familles, d'artisans et d'Américains ordinaires dont les biens étaient passés entre ses mains. Le journal a révélé une profondeur du travail de Fritz que même les téléspectateurs de longue date n'avaient jamais pleinement apprécié dans la façon dont il les dépeint. Ayant été un historien non officiel de la vie quotidienne américaine, Frank a non seulement collectionné des objets, mais a également préservé les histoires qui se cachent derrière eux. Mike Wolf a parlé avec un ton profondément émotif alors qu'il feuilletait soigneusement les pages du journal, disant « Ce livre est vraiment un trésor ». C'est Frank qui nous raconte ce qui comptait le plus pour lui au fil des années. Alors que la nouvelle des découvertes se répandait au-delà du cimetière, les réseaux sociaux ont explosé de réactions. Les hashtags tendances reflétaient à la fois l'étonnement face à la collection et une appréciation plus profonde pour l'homme lui-même. Des groupes de collectionneurs d'antiquités ont organisé des événements commémoratifs pour la chasse au trésor, dont les bénéfices ont été reversés à des sociétés de préservation historique. History Channel a annoncé un documentaire spécial, La collection finale de Fritz, avec Wolf comme hôte et narrateur. Peut-être plus important encore, plusieurs grands musées ont exprimé leur intérêt à présenter la collection dans son ensemble. La Smithsonian Institution a proposé une exposition itinérante intitulée American Picker, la collection personnelle de Frank Fritz, qui visiterait les petites villes et les communautés rurales que Fritz avait visitées tout au long de sa carrière de cueilleur. Ces objets vont ensemble et appartiennent aux personnes avec lesquelles Frank était en relation, a déclaré le conservateur du Smithsonian, Robert Ansley. Le problème n'est pas seulement leur valeur monétaire importante, mais aussi l'image culturelle que ces objets représentent ensemble. Après mûre réflexion, la famille de Fritz a accepté le concept de l'exposition,
à la condition que la collection finale soit conservée dans un musée permanent dans la ville natale de Fritz. Lisa Fritz a expliqué leur décision. Frank a passé toute sa vie à remettre en lumière ses trésors oubliés. Désormais, ces pièces peuvent continuer à raconter les histoires qu'il chérissait tant. Partagez vos réflexions sur cette incroyable collection et son histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres trésors oubliés et les histoires que Frank Fritz a passé sa vie à raconter. Les experts en conservation ont travaillé pendant 3 jours pour cataloguer et retirer soigneusement chaque élément de la salle de stockage, en enregistrant son emplacement d'origine et toutes les notes d'accompagnement que Fritz avait incluses dans le processus. Cela a été diffusé en direct sur diverses plateformes, avec des experts historiques fournissant le contexte et les commentaires à mesure que chaque nouvel élément était révélé. L'audience a battu des records de contenu historique, avec des adeptes du monde entier à l'écoute. Au-delà de la simple signification historique, cette expérience a révélé un aspect de Fritz que même ses fans de longue date n'avaient pas entièrement compris. L'homme qui a passé des décennies à explorer les trésors oubliés de l'Amérique s'est transformé, dans son dernier acte, en l'une des plus grandes collections. Une exposition soigneusement organisée représentait non seulement la valeur, mais aussi les valeurs qu'il avait défendues tout au long de sa vie. Le déplacement de son corps après que la collection ait été déplacée en toute sécurité s'est déroulé avec solennité et respect tranquille. Le cercueil de Fritz a été transféré vers son nouveau lieu de repos, accompagné d'une petite caravane de voitures anciennes conduites par des amis et collègues collectionneurs. Son nouveau mémorial a été conçu avec les contributions de Wolf et de la famille Fritz, incorporant des éléments architecturaux en bordure de route d'Amérique. Un hommage approprié à un homme qui a passé sa vie à parcourir les petites routes pour découvrir l'histoire. Dans les semaines qui ont suivi le déménagement, la fréquentation des petites sociétés historiques et des musées ruraux a augmenté dans tout le pays, les commentateurs culturels le qualifiant de « effet Fritz ». Des personnes qui ne s'étaient jamais souciées de la préservation historique ont commencé à explorer les histoires de leur propre communauté, inspirées par la collection finale du cueilleur. Le magazine, soigneusement conservé et numérisé, est devenu une découverte. Il s'agit peut-être de l'un des cas les plus déroutants liés à l'automobile à ce jour. Richard Rawling et l'équipe de Gas Monkey Garage ont été choqués lorsque des agents du FBI ont perquisitionné leur magasin à Dallas, mais l'histoire racontée par les autorités n'a pas vraiment tenu le coup. Était-ce une inspection de routine ou une information anonyme? Ou le FBI avait-il découvert quelque chose de bien plus sinistre caché sous le béton? Restez à l'écoute pendant que nous explorons ce que le FBI a trouvé caché sous le sol de l'ancien magasin Gas Monkey. Des contradictions troublantes et des vérités choquantes qui pourraient tout changer. À 9h13 précise le 14 mars 2025, le monde de l'automobile s'est tu alors que de nouveaux détails étranges sont apparus concernant le mystérieux raid du FBI au Gas Monkey Garage. Juste au moment où il semblait que l'affaire ne pouvait pas prendre une tournure plus sombre, les autorités ont découvert un secret effrayant qui a brisé toute notion d'explication simple. Selon les rapports des enquêteurs de Nouvelles du Matin de Dallas, un mandat d'arrêt avait été obtenu contre le vaste complexe de garage de Rawling de 4,2 millions de dollars à Dallas, au Texas, un endroit légendaire où Rapid et Ford avaient filmé d'innombrables projets au fil des ans. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était non seulement inhabituel mais profondément troublant. Les rumeurs ont commencé à se répandre presque immédiatement, certaines sources affirmant que le FBI n'était pas là uniquement pour une inspection de routine. Il suivait une information concernant quelque chose de bien plus inquiétant caché sous l'atelier. Les chuchotements d'une pièce scellée, de béton brisé et d'objets mystérieux déplacés à la hâte ont fait vibrer Internet. Alors que les autorités restaient silencieuses, les rumeurs se sont rapidement répandues à partir du moment où les agents du FBI ont franchi les hautes portes du garage et sont entrés dans l'établissement. Un silence étrange les enveloppa, l'air chargé d'une tension inexplicable. Le garage lui-même semblait étrange, comme un lieu suspendu dans le temps. Des détails incohérents, des armoires renversées, de légères rayures sur le sol en béton et des objets personnels égarés laissaient entendre que quelque chose n'avait pas été signalé. Puis vint la première bombe, une zone cachée intelligemment dissimulée sous une partie du sol de l'atelier qui ne s'alignait pas avec le reste. Le plan de l'atelier n'enregistrait rien à ce sujet. Le béton avait été coulé différemment, créant un joint presque invisible autour d'une section de 15 x 20 pieds. Lorsque les agents ont percé la surface du béton, révélant un espace creux en dessous, ils sont descendus par le trou. Leur lampe de poche pénétrait à peine dans l'obscurité totale, éclairant le chemin. Ils tombèrent sur une grande pièce, une voûte souterraine, des rangées de caisses métalliques, certaines corrodées et fissurées, empilées le long des murs. Des reliques couvertes de poussière se sont répandues, des pièces mécaniques rouillées,
des papiers jaunis et des artefacts qui semblaient vieux de plusieurs décennies. Parmi eux se trouvaient de superbes pièces automobiles d'origine inconnue, certaines ressemblant à des moteurs de course complexes, d'autres ressemblant à des composants de prototypes aux conceptions inexplicables. Un agent se souvient avoir soigneusement ouvert une petite boîte verrouillée enfouie sous un tas de chiffons imbibés d'huile. À l'intérieur, des piles de photos en noir et blanc étaient parfaitement conservées. Chaque photo était plus obsédante que la précédente. De faibles silhouettes rassemblées autour de voitures partiellement démontées, des individus vêtus de vêtements démodés, regardaient directement la caméra avec une intensité troublante. Certaines photos montraient ce qui semblait être des ventes aux enchères de voitures dans des lieux tenus secrets, tandis que d'autres montraient ce qui semblait être des réunions secrètes entre des individus au visage délibérément obscurci ou rayé. Aucune des images n'est apparue dans les archives publiques. Puis vint une découverte qui laissa tout le monde stupéfait. Au milieu des décombres se trouvait un vieux journal usé, relié en cuir, aux pages déformées par le temps, rempli d'écritures manuscrites en désordre. Certaines entrées étaient tellement tachées qu'elles étaient illisibles. Mais ce qu'il parvenait à déchiffrer laissait entrevoir quelque chose d'insondable. Les références aux véhicules collectés n'étaient décrites que de manière fragmentaire et mentionnaient l'original. Un nom est apparu plusieurs fois. L'écrivain, dont l'identité reste non vérifiée, a décrit des situations inquiétantes, des bruits étranges provenant de dessous le garage la nuit et une peur croissante d'être surveillé. Une autre boîte révélait une montre de poche, son verre fissuré, les aiguilles gelées à 2h38 du matin. À côté se trouvait une clé en métal rouillé et une petite pochette contenant des insignes de voitures inhabituelles qui ne correspondaient à aucun fabricant connu. Il y avait aussi un métal argenté exquis, à la surface ternie. Lorsque les agents l'ont finalement poli, ils ont trouvé une gravure, Motorworks 1932, avec un symbole ressemblant à un œil à l'intérieur d'un engrenage. La tension s'est intensifiée lorsque les agents ont découvert une trappe métallique encastrée dans le mur de béton au fond de la pièce. Il était corrodé et scellé avec une lourde serrure industrielle. Pas de poignée, pas de moyen clair de l'ouvrir. La porte avait l'air beaucoup plus ancienne que le garage lui-même. Alors que les agents tentaient d'enfoncer la porte, le bruit du métal contre le métal résonnait dans toute la pièce comme un gémissement mécanique creux. Le FBI a refusé de dire s'il avait trouvé quoi que ce soit au-delà de cette porte, et de nombreuses rumeurs ont éclaté en ligne. Certains pensent que l'espace souterrain était relié à un réseau complexe de tunnels remontant à la Prohibition à Dallas, ou peut-être à quelque chose d'encore plus sinistre. D'autres soupçonnaient que la porte cachée dissimulait des preuves d'une dissimulation si massive que sa révélation pourrait ébranler le monde de l'automobile. Les enquêteurs ont poursuivi leur route et ont découvert un passage caché derrière un mur effondré. D'étranges schémas mécaniques alignés à l'intérieur, des spirales, des motifs et des formes géométriques qui correspondaient aux pièces du moteur, mais aucun n'était aligné avec les conceptions connues. Les marquages ne correspondaient à aucun fabricant reconnu, mais ils ressemblaient volontairement à un plan déconcertant. Le passage semblait exhaler une légère brise rythmée transportant une odeur qu'un agent décrivait comme de la vieille huile moteur et du métal avec autre chose, quelque chose d'étrange. Près de l'entrée du passage, ils découvrirent une collection de pièces de voitures anciennes, chacune méticuleusement cataloguée par un étrange système de numérotation. Certains portaient encore des numéros VIN partiels, mais les numéros ne correspondaient à aucune base de données d'immatriculation des véhicules. Un message solitaire était gravé sur une surface, pas de cette ligne. Plus les enquêteurs creusaient en profondeur, plus les découvertes devenaient étranges. Sous les décombres se trouvait une collection de bocaux en verre remplis de substances non identifiées, certaines cristallines, d'autres solides visqueux sombres. L'analyse chimique est toujours en cours, mais les premières spéculations suggèrent que ces composés pourraient être du carburant ou des huiles expérimentales, ce qui remet en question la science automobile conventionnelle. Parmi les bocaux se trouvait un morceau de papier déchiré écrit d'une écriture tremblante, 67 Shelby n'est pas l'original. Les autorités restent silencieuses. Les déclarations faites avec soin n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Le garage est resté bouclé, gardé jour et nuit. Les anciens membres du personnel auraient reçu pour instruction de ne pas parler aux médias, ne laissant aucun commentaire ni trace de leur connaissance. Les voisins parlent désormais plus librement, certains se souvenant avoir vu des camions banalisés arriver à des heures indues et se faufiler par la porte la nuit. D'autres jurent avoir entendu des bruits de moteurs résonner sous terre, comme des moteurs en marche et des cliquetis de métal longtemps après la fermeture officielle du magasin pour la journée. Les rumeurs les plus inquiétantes provenaient d'anciens employés qui affirmaient s'être aventurés à proximité de la zone bouclée, pour ensuite éprouver des maux de tête, de la désorientation, des pertes de mémoire et, dans certains cas, de vifs cauchemars de voitures semblant fonctionner toutes seules.
Le mystère n'était pas seulement plus profond, il évoluait vers quelque chose de bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Chaque nouvelle révélation ressemblait plus à un avertissement qu'à une avancée décisive. Une chose était claire, tout ce qui se trouvait sous le sol du garage n'était jamais censé voir le jour, et c'est désormais possible. Mais pourquoi les autorités ont-elles initialement présenté une version différente? L'histoire originale, si vous avez manqué les rapports précédents, ressemble à ceci. Les experts nous ont initialement dit que la star de Fast and Loud, Richard Rawling, et son garage de Dallas faisaient l'objet d'une enquête pour implication présumée dans VIN et possiblement violation des lois sur l'importation. Le raid a été décrit comme faisant partie d'un effort plus large mené par plusieurs agences ciblant les pièces automobiles contrefaites dans le sud-ouest. Rawling aurait coopéré, déclarant aux médias qu'il n'avait rien à cacher et que toute anomalie pourrait être due à des erreurs de paperasse résultant de son processus d'acquisition rapide. Il clame toujours son innocence tout en permettant un accès complet à ses dossiers et à son inventaire. Au début, les autorités pensaient qu'il s'agissait d'un cas simple, un grand constructeur automobile impliqué dans une enquête plus large sur les pièces détachées du marché noir. Mais à mesure que de nouveaux détails apparaissaient, l'histoire commençait à se dévoiler. La police a initialement signalé avoir trouvé des documents relatifs à plusieurs constructeurs automobiles célèbres, mais le responsable de la maintenance a affirmé que ces fichiers précis avaient été correctement conservés et régulièrement audités. Deux comptes contradictoires. Lequel est correct? La théorie des pièces contrefaites s'est effondrée. Les tests ont montré que toutes les pièces chez Gas Monkey étaient authentiques. Curieusement, 3 autres magasins enquêtés dans le cadre de la même opération ont été rapidement innocentés. Puis vint l'une des découvertes les plus troublantes. Les enregistrements numériques ont montré que les fichiers avaient été systématiquement supprimés des serveurs de Gas Monkey, mais l'analyse médico-légale a révélé que la suppression des données avait eu lieu alors que le bâtiment était déjà sous le contrôle du FBI. Le personnel avait alors été évacué et seuls les agents fédéraux avaient accès au système. Un garage fermé sans accès non autorisé, entièrement sous le contrôle des agents fédéraux. Pourtant, quelqu'un a délibérément supprimé des enregistrements. Les responsables auraient à la fois un motif et la possibilité de le faire, à l'exception des enquêteurs eux-mêmes. Cela n'a fait qu'ajouter à la confusion. Ce qui a rendu tout le monde encore plus perplexe, c'était le sol en béton que les agents ont utilisé avec des marteaux pour ouvrir, ce qui ne faisait pas partie du mandat de perquisition initial. Quelque chose ou quelqu'un l'avait dirigé. Ils se sont spécifiquement concentrés sur cette section de l'étage, un détail absent de tous les rapports officiels. Des experts chevronnés comme le Dr Michael Brené, l'ingénieur légiste Marcus Sutton, spécialiste de l'authenticité des véhicules, et Paul Murray, ancien enquêteur de l'ATF, ont réfléchi, et leurs théories ont dressé un tableau beaucoup plus complexe que l'histoire originale proposée. Le docteur Michael Brené penchait initialement vers un lien avec le crime organisé. Ce modèle correspond au cas précédent où des entreprises légitimes étaient utilisées comme façade pour le blanchiment d'argent, a-t-il expliqué. Mais lorsque les preuves n'ont montré aucun signe d'implication dans le crime organisé, il a opté pour une autre théorie. Nous pourrions être confrontés à quelque chose d'historique, bouclé il y a des décennies et oublié, a proposé Brené. Marcus Sutton, l'un des principaux experts nationaux en authenticité des véhicules, a soulevé des questions sur les registres et les photos avec un style de tenue de dossier correspondant aux pratiques d'authentification des années 1960 et 1970. Cela ne ressemble pas à une fraude moderne. Cela ressemble plutôt à la tenue de registres historiques pour des voitures que quelqu'un voulait garder hors des livres, a déclaré Sutton. Il a suggéré la possibilité que cet espace ait pu être utilisé pour documenter les voitures fantômes, des véhicules produits en dehors des chaînes de montage officielles pendant l'âge d'or de Détroit. Paul Murray, qui a passé 25 ans à enquêter sur les crimes automobiles pour le compte de l'ATF, a souligné la nature sophistiquée de la pièce cachée, qui n'a pas été construite à la hâte. Il a observé le système de ventilation en béton et les méthodes de conservation des documents. Cela a été construit par des spécialistes avec l'intention de garder des secrets indéfiniment, a déclaré Murray. Il est allé plus loin, s'il ne s'agit pas d'une opération criminelle moderne, que préserve-t-elle et pourquoi est-elle si soigneusement scellée? Murray a soulevé la question la plus inconfortable. Si Rawling a découvert cet espace lors de rénovation il y a des années, l'a-t-il intentionnellement bouclé? Et si oui, pourquoi garder le secret? Que faut-il vraiment croire lorsque nous recevons des informations contradictoires de la part des autorités? Le plus fou, c'est que si vous creusez assez profondément, tout devient encore plus étrange. Le fait que cette découverte coïncide avec l'une des ventes aux enchères de voitures les plus controversées de l'histoire de l'automobile pourrait expliquer pourquoi il continue de l'esquiver.
Le raid dans le garage Gas Monkey pourrait-il avoir pour but de dissimuler quelque chose de complètement différent? En lien avec Barrett Jackson, au fil des années, le marché des voitures de collection haut de gamme est devenu le point central de rumeurs sans fin. Les gens croient que certaines des voitures les plus précieuses vendues aux enchères prestigieuses comme Barrett Jackson ont des origines douteuses, avec des numéros de série qui ne correspondent pas réellement à ceux des voitures appartenant à des célébrités, des histoires fabriquées et des pédigrés de courses fictifs. Mais en 2024, avant qu'un scandale majeur n'éclate, certains experts de haut niveau en authenticité ont pris leur retraite, ont changé de carrière ou se sont mystérieusement retirés de la vie publique. Il s'agissait de décisions personnelles non officielles, mais de nombreux acteurs de l'industrie automobile n'y croient pas. Plusieurs théories ont éclaté, et certaines pensent que certaines personnes détiennent le pouvoir dans le monde de la collection automobile. Le monde reste protégé, d'autres allant même plus loin en affirmant que certains experts en authenticité non seulement se sont retirés, mais ont été contraints de garder le silence pour empêcher que certaines légendes automobiles ne soient révélées comme des fraudes. Il n'existe aucune preuve solide pour étayer ces affirmations, mais cela n'a pas empêché les gens de creuser plus profondément. Au fil des années, les maisons de vente aux enchères ont publié des milliers de documents sur leur processus de vérification, mais ce que l'on appelle des preuves claires n'ont jamais fait surface. Certains documents ont été scellés ou fortement expurgés, soi-disant pour protéger la vie privée des destinataires, tandis que d'autres ne sont que des preuves techniques de conflits d'authentification passés qui n'ont pas ébranlé le monde. Cependant, quelques jours seulement avant une vente aux enchères majeure de Barrett Jackson mettant en vedette des voitures de plusieurs millions de dollars liées aux légendes de la course automobile des années 1960, le FBI a perquisitionné Gas Monkey Garage. Beaucoup pensent que Rawling en avait assez des secrets du marché de la collecte de voitures et qu'il était en train de constituer un dossier pour exposer des véhicules aux antécédents douteux. Rawling ou son équipe ont-ils accidentellement découvert quelque chose qui a fait de Gas Monkey une cible? Si le raid est lié d'une manière ou d'une autre à la prochaine vente aux enchères, les implications sont vraiment effrayantes. Rawling n'est pas simplement un autre constructeur de voitures TV. Il est une voix puissante dans une industrie étroitement liée aux riches groupes de collectionneurs. S'il sait quelque chose, ou même s'il est en contact avec quelqu'un qui a mené le raid, ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. L'une des plus grandes craintes entourant le marché de la collecte de voitures est que la révélation d'histoires frauduleuses pourrait faire chuter la valeur du jour au lendemain. Si Rawling dispose de preuves qui menacent une valorisation à 8 chiffres, cela pourrait déclencher des réactions défensives. Lorsque ceux qui possèdent de précieuses collections se sentent menacés, ils ne laissent pas les choses se dérouler facilement. Pensez Y. Nous assistons souvent à des actions soudaines et inexpliquées de la part de la Fed, qui s'adaptent parfaitement aux événements majeurs des marchés. Les entreprises sont perquisitionnées, les documents disparaissent, mais la vérité semble toujours hors de portée. Si le raid dans le garage Gas Monkey n'était pas qu'une coïncidence, cela pourrait être un coup de semonce pour quiconque envisage de s'exprimer. Restez silencieux, ou vous serez le prochain. Bien sûr, il ne s'agit peut-être que de spéculation. Peut-être que Rawling n'est pas directement au courant de la fraude aux enchères. Mais que se passe-t-il si un de ses proches le fait? Si Rawling en sait trop en raison de son implication, alors dans ce cas, le raid n'était pas destiné à l'arrêter mais à protéger les preuves avant qu'elles ne deviennent publiquement dommageables dans le cadre d'une dissimulation beaucoup plus large. Un nom qui apparaît sur les forums de collection de voitures est Denny Collins, ami proche de Rawling et collègue collectionneur de voitures. Collins et Rawling ne sont pas que des collègues. Ce sont des amis de toujours qui ont débuté ensemble dans le monde de l'automobile, ont battu des records de boulets de canon ensemble et sont restés proches même après être devenus célèbres. Si Collins possède des informations privilégiées sur les voitures douteuses, qu'est-ce que cela signifie pour Rawling? Peut-être que Rawling n'est pas impliqué, mais s'il sait quelque chose sur Collins? Les amis parlent, en particulier les amis qui se connaissent avant la célébrité, l'argent et la bulle de protection de la célébrité. Si Rawling sait quelque chose que d'autres veulent enterrer, le raid soudain du FBI juste au moment où certaines des voitures contestées sont vendues aux enchères semble un peu trop pratique. Le moment choisi pour le raid donne presque l'impression que le rejet des enquêtes fédérales sur des entreprises pour violation de la réglementation n'est qu'une autre question de procédure discrète dans un monde plein de tels problèmes. Alors faut-il rapidement accepter ces secrets? Les découvertes de voitures cachées nous font vraiment réfléchir. Et pour être honnête, de tels mystères sont assez courants dans le monde automobile. Le premier nom qui vient à l'esprit de beaucoup est Briggs Cunningham Corvette. Que pensez-vous de ces secrets? N'oubliez pas de laisser un commentaire avec un si vous sympathisez avec Frank Fritz, ou 0 si vous avez une opinion différente. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines découvertes.
Rendez-vous dans les prochaines vidéos.